bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent pour ce premier webinaire. Ce premier webinaire qui fait suite à la réunion qu'on a eue le 20 novembre avec les anciens lauréats pour créer une communauté d'entraide et de solidarité entre anciens lauréats. Ce qui ressort de cette première réunion du 20 novembre, c'est qu'on pouvait effectivement s'aider et qu'un thème majeur, c'est quand même comment trouver des ressources. Comment trouver des ressources face à des besoins qui sont grandissants à deux points de vue. D'une part, l'État fait ce qu'il peut, mais bon, a une tendance à se désengager. Enfin, encore que depuis 1 an et demi, il s'engage, mais les besoins vont être très importants dans les mois et dans les années à venir. Et je pense que notre rôle va être important. Donc, ce premier webinaire sur le thème de mécénat, dons et mécénat de proximité, eh bien, nous avons demandé à l'Association française des fundraisers que tout le monde connaît, eh bien, de nous aider à rentrer dans la logique ressources, ce qui n'est pas toujours très facile parce qu'on est plutôt dans des logiques action sur le terrain. Voilà. Donc, merci à Marianne, merci à Caroline, et puis merci à Jean-Claude et à Pascal Paula qui ont organisé ce premier webinaire. Je vous laisse la parole. Je crois qu'on va laisser la parole directement à Marianne, Donc, Marianne Maillot est une de nos nombreuses intervenantes au sein de l'Association française des fundraisers, puisqu'on a plus d'une trentaine d'intervenants, qui est spécialisée justement dans ce domaine et qui va avoir le plaisir de tout vous présenter ce matin, et vous saurez absolument tout sur la collecte de dons et du mécénat de proximité. Voilà, Marianne, je te laisse la parole et moi je vais un peu disparaître pour laisser plus facilement l'interaction. Merci Caroline. Alors, quand même, avant de commencer, ce serait peut-être bien qu'on fasse un très bref tour d'écran, si je peux me permettre. Et comme chacun n'a pas le même affichage sur son écran, je vais me permettre de vous appeler par votre nom pour très brièvement vous présenter et dire mais vraiment très brièvement, parce que le temps est très resserré pour cette présentation sur le mécénat, qui est un vaste sujet, mais ça, vous allez le découvrir dans l'heure qui suit, l'heure et demie qui suit. Donc, est-ce que vous avez ou pas, oui, déjà une expérience au titre du mécénat? Alors, on va commencer par exemple par Alicia Salati. Bonjour, donc je fais partie de l'association Une couverture pour l'hiver, qui est une association qui vient en aide aux personnes sans abri, notamment par la réalisation de maraudes. On est lauréat de l'année dernière. Voilà, c'est le prix coup de cœur. Et voilà, on n'a pas encore eu vraiment d'expérience de mécénat. Alors, il y a la Fondation FEAD qui nous accompagne, mais sinon, on n'a pas vraiment eu d'expérience de mécénat. Très bien, merci Alicia. Rachel? Bonjour, Rachel, association Ticket d'entrée. On fait de la médiation culturelle dans le 19e arrondissement pour faire du lien social. On a gagné fondation pour le prix coup de cœur en 2017 ou 2018. Et sinon, on a comme fondation qui nous ont soutenus. On a eu à nos débuts en 2016, on a eu PWC. On a la Maïf pour l'éducation qui nous a soutenus 2 fois pour un prix sur la laïcité. Et aussi la fondation BNP Paribas pour un prix Paris Banlieue. Voilà. Merci Rachel. Alice Tabar? Oui, bonjour. Je suis donc Alice Tabar, responsable de l'association Proxité dans la Drôme. Donc, c'est du parrainage pour des jeunes de 11 à 30 ans dans les études ou vers l'emploi. Et ici, dans la Drôme, donc j'ai quelques liens effectivement de mécénat avec 3 entreprises, un lien très local, disons. Merci. Merci. Sylvie Confida, pardon. Il faut ouvrir le micro, Sylvie, sinon on ne vous entend pas.
En fait, je travaille pour la Fondation Feuillade en tant que bénévole et je suis là en auditrice, mais pas intervenante. Enfin, je n'interviendrai pas du tout. J'en profite pour vous dire qu'il y a quelqu'un une association qui vient de m'envoyer un message et qui peut être à la porte, qui est l'association Terre Contact, si vous pourrez lui ouvrir la porte. Oui, j'ai ouvert la porte. Pas d'inquiétude, je le fais au fur et à mesure. Ne vous Ok. inquiétez pas. Ok, merci. Merci Sylvie. Thierry? Et là, Je viens de mettre mon micro, vous m'entendez là? très bien, très bien. Bon, alors moi je m'appelle Thierry Hainaut, Fondation Feuillade. Je suis exactement dans la même description que Sylvie et je suis là pour écouter. Et j'ai l'expérience de mécénat, mais dans les sociétés privées, quand j'étais dans des sociétés privées. Donc voilà. Donc de l'autre côté, celui qui distribuait les fonds et non pas celui qui allait en demander, c'est ça? Exact. Très bien, merci beaucoup Thierry. Alors, je n'ai pas votre nom, Ensemble 2 générations. Je suis Estelle de Saint-Bon, secrétaire générale d'Ensemble de Génération. Je suis présente aujourd'hui avec Tiffaine de Penfentenio, qui est la créatrice et qui a été effectivement lauréat de la Fondation Feuillade. Alors, nous, effectivement, on est en train de faire une recherche de fonds auprès de fondations familiales, essentiellement. C'est un vrai sujet pour toutes les associations de chercher des fonds. Donc, on est très intéressé par d'être là aujourd'hui et d'écouter ce que vous avez à dire. Et merci de cette organisation. C'est appréciable. Voilà. Merci. Tiffaine, vous voulez rajouter un mot? Oui, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà, comme Estelle, nous apprécions beaucoup d'être soutenus parce qu'il y a un grand phénomène de solitude quand vous dirigez une association, parce que tout est un peu complexe. Et c'est vrai que nous préférons être sur le terrain plutôt que d'aller chercher de l'argent, alors que ça nous prend finalement 70% de notre temps. Et donc, Ensemble des générations, pour expliquer à tout le monde, c'est le développement du logement gratuit ou économique pour les étudiants en échange de présence ou de personnes, en échange de présence ou de services au domicile des personnes âgées. Voilà. Et donc, nous avions été, je crois, la première session de lauréat de la Fondation Feuillade. Très bien, merci beaucoup Tiffaine. Béatrice Audolan? Oui, bonjour, je suis Béatrice Audolan et je suis directrice déléguée de l'association Français Langue d'Accueil que j'ai rejoint il y a tout juste 2 mois. Français Langue d'Accueil est une association qui propose des ateliers sociolinguistiques, socioculturels et de l'insertion professionnelle pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et c'est une association qui fonctionne beaucoup sur le bénévolat, mais qui a une petite équipe salariée et qui est en développement. Donc la question des ressources et auprès des fondations en particulier est un vrai enjeu. On a été lauréat il y a quelques années de la Fondation Feuillade et on est accompagné par d'autres fondations, dont la Fondation BNP. Et moi, dans mes expériences préalables, j'ai déjà fait de la recherche de fonds auprès de fondations. Donc, c'est quelque chose que je connais un petit peu, mais on a toujours à apprendre. Et comme ça fonctionne pas mal sur le réseau, c'est une belle opportunité pour moi qui vient d'arriver dans cette association, de faire connaissance avec les autres lauréats et également de rencontrer les responsables de la Fondation Feuillade. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Merci Béatrice. Jean-Claude? Donc moi, je suis administrateur de la Fondation Feuillade. Et par ailleurs, j'ai des engagements associatifs, mais moi, j'étais habitué plutôt au financement de collectivités territoriales, ministères, ce genre de choses, hein, pas du tout entreprise. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup Jean-Claude. Alors, la source CRC, je suis désolée. Bonjour, je m'appelle Rémi Confida et je représente une association qui s'appelle La Source, qui vient d'être créée. Nous sommes un centre de recherche et de création sur les méthodes de transmission, les méthodes pour faire croître, les méthodes pour cultiver l'amour. Merci beaucoup. Louise? On ne vous entend pas, Louise. Mettre le micro. Non, mais le micro était mis, mais on n'entend toujours pas. Peut-être enlever votre casque? Des fois, c'est le casque qui ne va pas.
On ne vous entend pas, Louise, je suis désolée. Bon, on va peut-être en attendant passer à un autre et on reviendra sur vous après, d'accord? Alors, Café Contact de l'Emploi, là aussi, désolé monsieur de vous appeler par le nom de votre organisation. Non, non, c'est normal. Bonjour, Paul Landowski. Donc, on avait été parmi… Vous m'entendez? Tout le monde Oui. entend? Alors, merci. Donc, on avait été primés parmi, enfin, pas les premiers, on va dire le début, avec Tristan de l'association Tristan de Feulade. Tristan pourra me rappeler la date. J'ai plus la date, ça remonte parce qu'on était au début, donc ça nous a aidés. Café Contact, j'ai créé ça, c'est une association professionnelle. On fait venir des employeurs qui offrent du travail pour démarrer tout de suite au niveau national depuis 15 années. Très bien. Et voilà. Et en gros, on n'a jamais eu le temps, et je pense que quelqu'un l'a dit, de faire appel à des fundraisers parce qu'on ne sait pas, on n'a pas le temps de le faire, et ni à du mécénat. Et je donne ma remarque tout de suite, et après je me tais. La constatation que je fais, j'avais dit ça à 12 différents endroits, c'est que souvent, ce sont les plus petites structures qui auraient le plus besoin d'être aidées, qui n'ont pas le temps d'être aidées, qui n'ont jamais le retour de genre de possibilités. Et moi, je ne connaissais pas du tout votre fondation. Hein. Peut-être naïvement, mais moi, j'ai 60… Enfin bref, mais on n'a pas le temps de connaître tout le monde. Et j'insiste, les toutes petites structures mériteraient d'être le mieux aidées, mais on n'a jamais le temps de le prendre puisqu'on a la tête dans le guidon. Merci. Très bien, merci. Sybille? Oui, bonjour, Sybille de Feuillade. Je fais partie de la Fondation Feuillade et je suis la sœur de Tristan et je m'occupe de la communication. J'ai également une petite expérience en fundraising parce que j'ai travaillé pendant 5 ans avec une autre association qui s'appelle l'ARTC, Association pour la recherche des tumeurs cérébrales, qui est liée à l'ICM. Et donc, j'ai travaillé avec l'ICM. L'ARTC est une petite association. Je reviens sur le problème de la petite association par rapport au grand groupe puissant que peut être l'ICM. Mais bon, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux sur du fundraising, sur des produits spécifiques de l'ARTC. Très bien, merci beaucoup, Sybille. Maëva? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, du coup, je me présente, je suis Maëva, donc, de l'association de jeunes pour le développement à Bagnolet. Je suis coordinatrice d'un pôle secteur jeunesse et du coup, on a été lauréat de la fondation et voilà, je suis amenée aussi à faire de la recherche de financement, de la recherche de budget et je pense que voilà, on pourra bien échanger là-dessus. Très bien, merci beaucoup, Maëva. Louise, on peut essayer à nouveau? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Très bien, désolée pour ce petit problème technique. Donc moi, c'est Louise, je suis au sein de l'association AIDA qui accompagne donc une association de jeunes et pour les jeunes atteints de cancer. On a donc été lauréat de la Fondation Feuillade l'année dernière, donc particulièrement utile pendant la crise. Et donc, je m'occupe au sein de l'association de toute la partie levée de fonds, donc c'est des sujets que je connais mais que je ne maîtrise pas encore énormément. Donc, votre soutien aujourd'hui est très intéressant à écouter. Merci beaucoup, Louise. Pascal, tu veux dire un mot? Oui, bonjour, Pascal Paula. Alors, moi, j'ai cofondé et dirigé une association pour l'enfance et la jeunesse, Aire de jeu. On a été lauréat en 2015 et depuis, je n'ai pas quitté la famille de Feuillade et les autres camarades. Donc, j'agis en tant que bénévole au sein de la fondation. Alors, je connais aussi Marianne, mais c'est tout un hasard et d'énergie dans la vie parce que Marianne, eh bien, elle nous a aidés, elle nous a accompagnés à lever des fonds, à comprendre comme à comprendre et avoir les outils pour le faire. Donc, on a eu, sur 17 années d'activité de l'association, on a une certaine expérience en la matière. En tout cas, merci beaucoup à la Fondation d'avoir permis ça. Et puis, avec Jean-Claude, on est les deux joyeux animateurs. Très bien. Merci, Pascal. Merci Tristan de cette opportunité et je vous propose qu'on commence sans tarder parce qu'encore une fois, le programme est chargé sur l'heure qui arrive. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Oui. Oui. Ouais, moi.
Alors moi, par contre, je ne vois plus les questions là. Donc, je sais qu'il y a Caroline qui reste en Oui, veille. je suis en back-office, mais je voulais justement te dire qu'on avait une dernière candidate qui vient de rentrer à l'instant. Si elle pouvait se présenter, évidemment. Voilà, je crois que c'est Claire, Oui, votre bonjour, prénom. bonjour. Excusez-moi, je n'avais pas reçu le lien. Bonjour, Claire Bernard Pas grave. de l'association Terre Contact dans l'Hérault. Très bien. Et est-ce que vous avez une expérience en mécénat ou pas du tout? Alors, on a fait une campagne de fundraising en 2016. D'accord. À quel niveau, comment et combien ça vous a rapporté? Alors, ça s'est bien passé, oui, c'était surtout sympa au niveau d'information pour les personnes, voilà. Et donc, c'était en 2016 pour un projet itinérant d'alimentation et de lien social itinérant. Et ça s'est bien passé et ça nous a rapporté 5 000 €. Voilà. Très bien. Et vous avez fait du crowdfunding? Oui, oui, voilà, on est passé par une plateforme pour présenter notre projet. Très bien, merci beaucoup. Alors, les fondamentaux du mécénat. L'idée, c'est de poser déjà un peu le contexte et les enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Et si la crise sanitaire a amplifié vos problématiques, on va se rendre compte qu'il n'y a quand même rien de nouveau sous le soleil, que la crise sanitaire n'a juste mis qu'un coup de projecteur et d'accélérateur sur des enjeux qui étaient déjà préexistants. Que pour répondre à ces enjeux, effectivement, il y a impérativement besoin, on va le voir, de revenir sur les modèles économiques et donc quelque part sur les modalités de financement de vos organisations, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Vous êtes tous confrontés au même problème, avec un problème de moyens humains, comme l'a souligné Paul tout à l'heure. Petite organisation veut dire peu de moyens humains. Néanmoins, on peut quand même faire, je connais des tas d'organisations, toutes petites, voire avec aucun salarié, et qui font du mécénat. Donc, on va voir par contre comment est-ce qu'on monte cette démarche pour avoir un minimum de succès, bien entendu. Donc, comment est-ce qu'on construit cette démarche, les différents points, et ensuite les spécificités de la relation mécénat. Voilà, comment est-ce qu'on convainc un mécène, qui est quand même une des relations assez improbables dans l'éventail des relations humaines que l'on peut avoir. La relation de mécénat est une des plus improbables, parce qu'il faut se mettre dans la tête qu'on va aller demander de l'argent à quelqu'un ou à une organisation de type entreprise sans rien en échange. Fondamentalement, c'est ça le mécénat. Je vais demander des trucs sans rien en échange. Oula, vous pouvez penser à fermer vos micros si vous parlez les uns les autres. Il y a visiblement un écho. Voilà. Arnaud, je ne suis pas sûre. Bonjour. Déjà, Arnaud. Bonjour. Est-ce que vous pourriez fermer votre micro, s'il vous plaît? Juste nous préciser avant, quand même, quelle organisation vous représentez et est-ce que vous avez déjà une expérience de mécénat? La boutique sans argent. Et non, on n'a pas d'expérience mécénat. D'accord. Très bien. Bon. Donc oui, je disais que cette relation mécénat, elle est très, très spécifique parce qu'effectivement, c'est une relation où on va aller demander de l'argent contre rien en échange et c'est assez illogique, sauf dans le cadre de la famille. Donc, avant de développer tout ça, les enjeux stratégiques des OSBL, ça veut dire organisation sans but lucratif. OSBL, c'est-à-dire vous, les associations, les fondations, les fonds de dotation, tous ces acteurs qui relèvent de l'intérêt général, de l'utilité publique, de la bienfaisance, tout ce monde-là. Pour tout ce monde-là, les enjeux stratégiques actuels qui ont été vraiment accélérés et accentués par la crise Covid, c'est d'être déjà en mesure de pouvoir répondre, pouvoir se présenter de façon spécifique et amener ses ambitions. C'est qui suis-je, comment je me positionne dans mon environnement et quelles sont mes ambitions.
Parce que fondamentalement, on va le voir, un mécène, et vous verrez à quel moment on parle des projets pour convaincre un mécène, on en parle après. Ce dont on parle d'abord, c'est de vous, votre organisation, la vision de votre organisation, ses ambitions, son positionnement, bref, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes et pas confondable avec une autre organisation. Bien entendu, c'est bien d'avoir des ambitions. Je parle bien d'ambition, pas de prétention. Le mécénat, il faut être parfaitement aligné entre son organisation, sa vision, ses missions, ses valeurs. Donc, il ne s'agit pas de faire de la publicité commerciale pour vendre une marque telle que Nike ou Pepsi. Et encore, on va voir qu'il y a des tas de points communs en réalité. Mais aujourd'hui, vos organisations, ça se travaille avec des marques et ces marques sont incarnées par votre identité et par vos ambitions. Mais pour avoir des ambitions, il faut avoir un modèle économique. Comment est-ce que je finance mes ambitions? C'est ça, hein, la question du modèle économique. C'est comment est-ce que je finance mes ambitions? Et la réponse souvent que vous avez en général, c'est d'aller chercher des fonds publics. Très bien, les fonds publics, c'est je réponds de plus en plus à des appels à projets des pouvoirs publics pour essayer d'obtenir de l'argent public pour mener mon activité. C'est très bien, c'est essentiel les fonds publics, mais c'est aujourd'hui, malheureusement, souvent pas suffisant pour couvrir tous vos frais. De fait, vient la réflexion sur la diversification des sources de revenus pour votre organisation. Et dans cette diversification, il y a des possibilités, différentes possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez faire des partenariats avec d'autres organisations pour mutualiser des frais, par exemple. Vous pouvez effectivement, éventuellement, faire de la prestation de services, vendre des produits, ça peut ramener de l'argent, c'est des moyens de générer de l'argent. Il y a du sponsoring, il y a du mécénat. Bref, il y a différentes sources de revenus qui s'offrent à vous. Et ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. Avec derrière deux autres sujets fondamentaux pour vos organisations, que sont votre capacité à prouver votre impact social. Et ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, fonds publics comme fonds privés sont de plus en plus conditionnés à votre capacité à prouver votre impact, c'est-à-dire votre capacité à répondre à la question « à quoi vous servez fondamentalement ?» C'est-à-dire que ce n'est pas juste « on a eu tant de bénéficiaires ». On a distribué tant de couvertures ou on a permis à tant de bénéficiaires d'avoir un contact avec un employeur potentiel. Non, c'est grâce à vous, on a eu ça, mais également, qu'est-ce que ça a changé? Combien il y en a eu qui ont eu d'emploi? Combien il y en a eu qui ont eu chaud et qui ont évité d'être malades? Et puis, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur leurs proches, sur leur propre communauté, sur leur famille éventuellement? Bref, étudier son impact social. Et ce n'est pas un vain mot et ce n'est pas un vain sujet parce que c'est quelque chose d'assez complexe et c'est des compétences à part entière. Mais je suis petite organisation ou pas petite organisation, c'est quelque chose aujourd'hui, des éléments de réponse que vous devez pouvoir apporter à vos bailleurs institutionnels aussi bien qu'à vos financeurs privés, qu'ils soient mécènes, sponsors ou autres. Et puis la transition numérique digitale de vos organisations, qui là aussi vous permet très souvent de pouvoir optimiser et rendre plus efficient un certain nombre de process ou d'actions. Voilà pour le cadre général de toutes les organisations. Question d'ambition de positionnement, la question du modèle économique, de votre impact sociétal, environnemental, social et de la digitalisation de vos organisations. Voilà, ça c'est les 4 grands enjeux. Le mécénat, donc, du coup, devient une source de financement supplémentaire aux fonds publics pour vos activités. Voire souvent, il y a des organisations, genre l'ICM par exemple, qui avant d'avoir des fonds publics,
a eu beaucoup de fonds privés et s'est lancé, l'ICM, mais parce qu'elle a le professeur qui avait un carnet d'adresses pas possible, ils ont pu faire tout de suite une grande campagne de levée de fonds, ce qu'on appelle une campagne grand donateur, où ils sont allés chercher 50 millions d'euros. Alors évidemment, quand on est une petite organisation comme vous, on se dit qu'on est à des années-lumière. Mais si on détricote les choses, on va se rendre compte que non. En fait, c'est la même chose. Ça commence de toutes les manières avec un projet qui va avoir de l'impact, qui répond à un besoin de société. Et toutes vos organisations, tout aussi petites soient-elles les unes que les autres, ont toutes cette même ambition, répondre à un besoin de société peu ou pas assez ou mal couvert, voire pas du tout couvert. Donc, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas hyper important, utile et essentiel. Pour tout vous dire, et ça va être un peu le fil rouge de l'exemple que je prendrai, je suis extrêmement engagée en tant que bénévole dans une toute petite organisation, alors déjà peut-être un peu plus grande que certaines d'entre vous, il y a 4 salariés. Quand on parle de modèle, alors cette organisation s'appelle Ressources humaines sans frontières. 4 salariés qui travaillent depuis 20 ans sur la thématique du travail forcé et du travail des enfants. Cette organisation, c'est une pépite dans son genre. Celle qui a créé cette organisation-là, c'est une dame qui connaît parfaitement tous les rouages du travail forcé et du travail des enfants parce qu'elle y a consacré sa vie. Et elle sait que pour répondre à ces problématiques-là, il faut que ce soit une réponse holistique qui amène tout le monde autour de la table. Qui sont tout le monde? C'est évidemment les acteurs de la société civile, les associations qui travaillent sur ce sujet-là, mais c'est également évidemment les pouvoirs publics français, mais de tous les pays, notamment tous les pays où il y a beaucoup de travail forcé, de travail des enfants. Et puis, ce sont les entreprises. Cette organisation de 4 salariés a 3 organisations pour réussir à répondre à sa cause. L'association, la première, l'organisation de base, qui est là au service de l'intérêt général. Elle a créé un fonds de dotation pour y rassembler dans un lieu, sur une structure différente de l'association, dans un fonds de dotation, les entreprises, qui sont des actrices absolument indispensables pour apporter les solutions au travail forcé, parce que c'est elles, qu'elles soient donneuses d'ordre ou sous-traitantes, c'est ces entreprises-là qui, quelque part, commandent ou commanditent ou cautionnent le travail forcé et le travail des enfants. Donc, mais comme c'est un sujet très, très anxiogène, évidemment, les entreprises veulent bien travailler sur la question, mais en toute discrétion. Donc, on a créé un fonds de dotation où on les rassemble. Et puis, on a créé une SARL, une société qui fait de la prestation de services, parce qu'il y a un moment donné, quand il faut vraiment aider l'entreprise Tartampion à éradiquer le travail forcé et le travail des enfants dans sa chaîne de sous-traitance, c'est bien, ça ne relève plus de l'intérêt général, ça relève de l'intérêt privé de l'organisation, de l'entreprise. Donc là, c'est de la prestation de services qu'on vend. Et évidemment, tous les bénéfices de la SARL sont reversés au profit de l'association, au même titre que le fonds de dotation reverse ses bénéfices au profit de l'association. Et là, on a un vrai modèle économique. Et ce n'est pas une grosse asso, hein, croyez-moi. Comment est-ce qu'elle a arrivé à convaincre les entreprises de venir sur un sujet aussi touchy que ça pour elles? Tout simplement parce que les entreprises ne sont pas forcément tous des grands méchants loups ou des grands méchants qui veulent édicter leurs lois sur la planète entière. Non, le monde des entreprises, en général, la grande majorité sont plutôt des gens qui ont envie d'assumer leur rôle sociétal, leur rôle social, leur rôle d'acteur environnemental ou limiter leur impact environnemental. Et on a vu au fil des ans la RSE prendre une place de plus en plus grande, à tel point qu'aujourd'hui, et là, merci la crise, ça c'est un des avantages de la crise sanitaire, c'est qu'on voit aujourd'hui les entreprises reprendre en main leur politique de RSE, de responsabilité sociale, sociétale, environnementale d'entreprise, et de penser leur développement à l'aune des objectifs du développement durable
qui sont traduits pour l'entreprise dans leur politique de RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la RSE qui drive le développement des entreprises. Et le mécénat est un outil au service de la RSE des entreprises. Donc, le mécénat, toute crise à laquelle on est affaire, et il va y avoir évidemment, on a commencé la crise économique et sociale et on n'est pas prêt de s'en sortir. Néanmoins, le mécénat reste une source de revenus qui a encore de beaux jours parce que, encore une fois, les personnes très fortunées savent qu'il faut qu'elles mettent une partie de leur fortune au service du bien commun. Quant aux entreprises, elles ont compris que leur développement et leur avenir passent par la RSE. Et donc, on est en train de voir, alors ce n'est pas toutes les entreprises à 100%, mais il y a une espèce de lame de fond qui est en train de se mettre en place et qui fait que voilà, les relations associations-entreprises ne sont pas prêtes de s'arrêter. Par contre, elles vont se travailler en profondeur. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises vont accepter de vous soutenir si et seulement si vous êtes capable de leur prouver votre impact, votre utilité. Et en gros, répondre à la question, si demain l'échappée ferme ses portes, qu'est-ce que ça change? Si la question est finalement pas grand-chose, enfin si la réponse c'est ça, bah écoutez, vous aurez du mal à convaincre des financeurs publics comme des financeurs privés. Marianne, il y a juste une petite question concernant, pardon, j'ai un téléphone qui s'est mis en même temps en marche. Quelqu'un qui nous demande de redéfinir ce qu'est la RSE. La responsabilité sociale des entreprises, c'est une obligation pour des entreprises maintenant, je crois que c'est plus de 50 salariés. Toute entreprise de plus de 50 salariés, il me semble que c'est ça, doit avoir une politique de responsabilité sociale qui, ou sociétale, environnementale, ça dépend, la RSE a pris différentes formes d'acronymes, responsabilité sociale des entreprises, responsabilité sociale et sociétale et environnementale des entreprises, puis des organisations, enfin bref. On va synthétiser ça en RSE. Il faut avoir une gouvernance transparente, une bonne relation avec les différentes parties prenantes de l'organisation, à commencer par les salariés, limiter son impact écologique. Bref, c'est répondre à un certain nombre de critères qui relèvent du développement durable. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. De rien. Voilà. J'ai une question. Oui. Excusez-moi, c'est pour ne pas vous interrompre. J'interromps Paul Landowski qui a fait Contact l'emploi depuis Strasbourg. Est-ce qu'on attend la fin de vos interventions pour qu'il y ait un petit échange ou qu'est-ce qui est plus simple pour vous pédagogiquement? Alors, vu le temps très restreint que l'on a, ce que je vous propose en fait, c'est éventuellement d'écrire vos questions. Si vous avez quelque chose que je dis qui vraiment vous met en colère, n'hésitez pas à ouvrir ou que vous dites « Ah oui, non, ça c'est super » ou voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à m'interrompre. Mais c'est si vraiment il faut, sinon préférez les questions et je prendrai le temps d'y répondre évidemment avec grand plaisir. Alors moi, je suis en colère. Allez-y. Non, juste en fait, en 15 années qu'a fait Contact l'emploi a eu un impact extraordinaire parce qu'on touche l'emploi, etc. C'est une association professionnelle et en fait, c'est notre faute certainement, mais c'est ma déformation. On a essayé d'approcher différents partenaires et on a été financé sur des demandes de collectivités de l'argent public. Mais pour que ça intéresse tout le monde maintenant avec vous, c'est que le constat, et je l'ai écrit tout à l'heure, mais le sentiment que j'étais chez L'Oréal, j'ai vu des grosses boîtes où on a essayé d'approcher ces gens. Mais le problème qu'on peut avoir, c'est quand on a une structure avec un salarié ou deux salariés plein temps, mais la réponse, elle nous appartient, je pense. C'est qu'il est très, très difficile. Vous l'avez dit, c'est un vrai métier. En fait, nous, on aurait aimé avoir quelqu'un, je dis vous, Marianne, chez nous, parce que le problème, vous l'avez dit, il y a des assos qui n'ont pas de salariés qui peuvent le faire, mais tant mieux. Mais quand vous êtes salarié de votre structure associative et que votre pain, pour créer votre… Nous, on est un artisan social, j'adore ce terme. Eh ben, je n'ai pas le temps de faire ce travail-là. Alors, ce n'est pas un reproche, ça mérite une organisation spécifique. Mais nous, on n'a pas le temps. C'est des questions de priorité, Paul. C'est toujours une question de priorité. Je suis désolée. Mais si votre organisation, elle est en train de mourir, est-ce qu'il vaut mieux investir sur plus de bénéficiaires ou se donner les moyens de ses ambitions? Alors nous, elle ne meurt pas puisqu'on est sur des actions financées, donc 93 à Paris, à Lille, à Marseille, j'en passe. Très bien, donc, parfait.
priorité. On a pu être indépendant de ça. Mais la remarque que je me fais à moi-même, hein, je me donne des gifles, c'est que nous aurions pu peut-être faire ça, mais on a mis la priorité sur nos actions qui financent nos salaires. Mais on est limité. Mais c'est la limite de… Voilà. Mais il n'y a pas de critique, c'est un peu ma colère de moi-même. Alors, ce n'est pas une colère, il ne faut pas l'avoir. C'est très classique, et notamment dans les petites organisations que j'accompagne depuis plus de 20 ans maintenant, et j'ai passé l'essentiel de ma vie dans le secteur associatif. J'ai peut-être eu sur 35 ans, plus de 35 ans d'expérience, 7 à 8 ans avec le secteur privé et tout le reste dans le secteur de l'intérêt général. Tout ça n'est qu'une question effectivement de vision et d'ambition au départ ou de nécessité vitale. Mais même on peut faire même avec 1 ou 2 salariés du mécénat, mais on s'appuie effectivement sur des bénévoles. Mais là, ce sont des bénévoles qu'on engage pour 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que on va le voir, des démarches qui demandent du temps. Voilà. Et le mécénat… Merci de votre réponse. Merci, parce que vous m'avez enlevé une épine du pied, je dormirai mieux ce soir. Très bien, Paul, ravi. Alors, je reviens sur la spécificité de la relation, aller demander du fric à quelqu'un sans rien en échange. Ça veut dire qu'il faut en fait associer à votre cause. Je parle de cause, je parle d'ambition, je ne parle pas de projet, je ne parle pas d'action. Non pas que vos actions et vos projets ne soient pas importants, ils le sont fondamentalement. Mais ils ne deviennent importants que parce qu'ils sont en lien avec votre cause. La cause, c'est l'enjeu de société auquel vous entendez apporter des éléments de réponse, que ce soit le taux de chômage, que ce soit la précarité, que ce soit les migrants, que ce soit l'éducation, la culture, tous les sujets qui relèvent du bien commun, de l'intérêt général, de l'utilité publique sont des sujets fondamentaux pour l'être humain. On l'a vu pendant la crise. Sans la culture, on faisait comment pour passer cette crise et ces premiers confinements sans devenir dingue? Toutes les causes d'intérêt général, ce n'est pas pour rien qu'on parle d'intérêt général, d'utilité publique et de bien commun, c'est que c'est essentiel à l'humanité, à l'être humain. Donc, ramenez toujours votre mécène en premier lieu sur votre cause, et que ce soit un petit donateur, un moyen donateur ou un grand donateur, c'est pour tout le monde pareil. L'enjeu de société qui est important, vous dans cet enjeu de société, comment vous vous positionnez? Quelles sont vos ambitions par rapport à ces besoins de société auxquels vous voulez apporter des réponses? C'est à ça qu'on associe un mécène et un donateur, petit, moyen ou grand, que ce soit sur une opération de crowdfunding qui demande beaucoup de travail pour en moyenne aller chercher sur les plateformes 4 500 € en moyenne. Vu le boulot que ça demande, franchement, moi, ce n'est pas une technique que j'utilise pour aller collecter. C'est beaucoup trop d'énergie. Par contre, c'est super utile pour animer sa communauté, pour développer sa communauté et à la limite pour l'engager, pour transformer vos followers, vos likers sur vos réseaux sociaux en donateurs. Très bien le crowdfunding. D'ailleurs, il n'y a aucune bonne ou mauvaise technique de levée de fonds, hein. Elles sont toutes bonnes. Elles sont juste plus ou moins adaptées à vos moyens humains, à vos moyens financiers, à vos objectifs fondamentaux. C'est ça. Oui, Paul, je vois toutes les expressions de Paul. Très bien. Donc, plein de techniques. Sur la partie droite du tableau, marketing direct jusqu'à événement de collecte, c'est ce qu'on appelle les techniques, appel à la générosité du public, communication de masse, marketing de masse, c'est-à-dire c'est plein de petits donateurs. Mais plein de petits donateurs finissent par faire des grands fleuves avec plein d'argent, super intéressant. Néanmoins, ça demande souvent pas mal d'investissements financiers au départ, surtout si vous allez sur le marketing direct, les mailings, les opérations de phoning. Ça demande de louer des fichiers, des babas. Oubliez, ce n'est pas tellement vraiment votre monde. Dans l'appel à la générosité, vous pouvez faire appel à la générosité de votre communauté. Donc, la communication et votre présence sur les réseaux sociaux, elle est vachement importante. Vraiment. Et là, vous avez toujours dans votre proximité un copain, un bénévole qui s'y connaît un peu et qui peut passer, vous accorder 1 heure, 1 heure et demie par semaine pour animer ces réseaux. Appuyez-vous sur votre communauté.
appuyez-vous sur vos proches, moins vous avez de salariés, plus il faut déléguer sur des équipes bénévoles. Mais encore une fois, les bénévoles, les 10 premières années de ma vie, j'étais dans l'humanitaire, sur le terrain. Je travaillais pour une ONG. Et à cette époque-là, croyez-moi, je disais que le bénévolat, c'était l'enfer, pavé de bonne volonté. Mais l'enfer. Les gens venaient, allaient, venaient quand ils voulaient, on ne savait pas ce qu'ils faisaient, on savait même ça. Jusqu'au moment où on a commencé à structurer les bénévoles et à faire signer aux bénévoles une charte d'engagement de bénévoles. Je m'engage à venir, peut-être qu'1 heure par semaine, mais ce sera tous les lundis de 10h à 11h. Ou ce sera plus et ce sera comme ça. Et là, voici mes compétences. Et là, on peut gérer les bénévoles. Et là, ça devient une vraie force. L'autre problème des bénévoles, c'est les gouvernances. Vos conseils d'administration. Où là aussi, les gouvernances, c'est un vaste sujet. On ne l'abordera pas aujourd'hui, absolument pas le temps, mais ça peut être une force motrice, comme ça peut être un frein. Voilà. Et là, pourtant, on n'a que des bénévoles. Et une gouvernance, ça ne doit pas être la bande de potes. Une gouvernance, ça doit être des gens qui s'engagent pour que votre organisation puisse réaliser ce pourquoi elle a été créée. Et penser une bonne gouvernance, c'est penser une gouvernance avec les compétences nécessaires à l'intérieur. Voilà. Fin de la parenthèse sur les gouvernances, mais c'est un vaste sujet extrêmement important. Du côté gauche de cette roue, vous avez plutôt ce qu'on appelle les techniques face à face, c'est-à-dire tout ce qui relève de je vais aller demander de l'argent en m'adressant directement à quelqu'un ou à une organisation, en général une entreprise ou une fondation. C'est ce qu'on appelle les techniques face à face. Là, ça demande évidemment moins de moyens financiers au départ, mais plus de moyens humains, parce que pour aller rencontrer du monde, il faut du monde. Hein. C'est comme ça. Et du monde qui soit légitime à parler de votre organisation. Tout le monde n'est pas légitime ou tout le monde n'est pas à même de parler de votre organisation. Donc là aussi, on va voir que ces techniques face à face, surtout dans les petites organisations, finalement, ça retombe souvent sur les épaules de la gouvernance que de mener ça. C'est eux qui ont les réseaux. C'est eux qui connaissent le monde dans les entreprises ou des personnes fortunées ou des personnes vieillissantes et qui peuvent nous coucher sur leur testament. Voilà. C'est clair pour tout le monde la différence entre mécénat et sponsoring ou pas? Faites-moi oui de la tête ou non. Oui? Alors, Marianne, j'ai une question, excuse-moi de t'interrompre. Alors, je vais la lire directement parce que je la découvre en même temps. Donc, certaines des dépenses associatives ne pouvaient être éligibles au mécénat, type animation de réseau, post-support, qui peuvent être délégués à des entreprises privées. Seul le développement de l'association est vraiment éligible. Souscrivez-vous à cela? Absolument pas. Tout est éligible au titre du mécénat si vous êtes reconnu d'intérêt général ou d'utilité publique ou de bienfaisance, un de ces statuts-là. Non, tout est éligible. C'est à la bonne volonté des mécènes de savoir s'ils veulent ou pas vous financer des frais administratifs, des frais de gestion, des frais de projet, des frais n'importe quoi. Chaque mécène a sa propre politique et ses propres désirs. Maintenant, il y a un vrai plaidoyer à avoir et vous verrez sur les derniers slides, vous aurez évidemment cette présentation. Donc, vous allez voir à un moment donné, je vais passer des slides très, très rapidement. Mais vous inquiétez pas, vous avez tout avec vous. Et en gros, cette présentation, c'est vous. Là, on insiste un peu sur le cadre et les enjeux parce qu'une fois que vous avez bien compris ça, ça devient beaucoup plus logique de comprendre la méthode point par point, quoi. Et c'est ce qu'on va voir ensuite. Mais donc oui, le mécénat, non, il peut absolument tout financer dès lors que vous avez cette reconnaissance d'intérêt général. Mais même si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller chercher des mécènes. Le seul souci, c'est que vous ne pourrez pas leur émettre un reçu fiscal. Ils ne pourront donc pas défiscaliser le montant qu'ils vous ont donné au titre du mécénat. Ce qui signifie en clair que quand je donne 100 €, en tant qu'individu, quand je donne 100 € à une association,
je peux défiscaliser de mon impôt sur le revenu 66 € de ces 100 € là, d'accord? Donc, le don m'a coûté en réalité que 34 €. La défis, qui est essentielle pour nous dans notre métier, néanmoins, ne joue que sur le montant du don. Il ne joue pas sur l'envie de déclencher le don. Donner, c'est défiscaliser, ce n'est pas un argument pour déclencher l'envie de donner, parce que ça leur coûte de l'argent, quoi qu'il en soit. Donc, ceux qui ont des croyances, qui croient que les grands mécènes font du mécénat exclusivement pour des questions de défiscalisation, oui, la défisc rentre dans leur gestion patrimoniale et à ce titre-là, les montants qu'ils allouent au mécénat effectivement sont calculés en fonction des avantages financiers que ça leur apporte. Néanmoins, ça leur coûte de l'argent que de faire du mécénat. Alors, on laisse tomber les plans, on fait ça que dans un intérêt pécunier. Faux. Maintenant, toutes les entreprises ne sont peut-être pas des entreprises avec qui vous avez envie de tisser des liens pour X raisons qui sont les vôtres. Et ça relève de votre éthique. Et quand on fait du mécénat, et a priori qu'on veut aller faire des techniques face à face, c'est-à-dire du partenariat entreprise ou du grand donateur, franchement, il ne faut pas s'affranchir de la réflexion sur l'éthique dans votre organisation. Et il faut non seulement ne pas s'en affranchir, mais il faut l'écrire. Et vous avez des tas d'exemples sur Internet que vous pouvez trouver de chartes éthiques d'organisation ou de chartes de partenariat avec des entreprises, de chartes éthiques qui peuvent vous inspirer. Mais si vous voulez fédérer autour de ces démarches de mécénat vos équipes, vous ne pouvez pas vous abstenir d'une réflexion sur l'éthique. D'accord? Et donc, pour revenir sur la fiscalité liée au mécénat, alors il y a la loi d'août 2003, dite loi Yalogon, je vous en ai passé les détails là sur ce slide-là pour les entreprises et là pour les individus. Je ne vous les raconte pas en détail, mais vraiment, ce qu'il faut retenir et comprendre, c'est que la défiscalisation, vous vouliez me donner 100, monsieur, donnez-moi 300. Vous défiscalisez 200 sur votre impôt sur le revenu ou sur votre impôt sur les sociétés. Donc, ça vous aura effectivement coûté 100, mais moi, j'aurais eu 300. Et en fait, c'est l'État qui assume les 200 différents en défiscalisation. Mais si vous n'avez pas ce reçu fiscal, du coup, si vous voulez vous donner 100, il vous donnera 100 et point barre, parce qu'il ne pourra pas défiscaliser. Donc, vous ne pourrez pas lui faire augmenter le montant du don. OK? Évitez les erreurs que certains font. Et franchement, c'est du vécu. Hein. J'ai vu des campagnes de collecte être mises à terre parce qu'un président de comité de campagne ou un donateur était convaincu que pour convaincre son réseau de donner à l'association, il fallait qu'il mette en avant l'argument de défiscalisation. Résultat des courses, un joli 0 pointé en niveau de réponse. Et tout un réseau foutu en l'air pour plusieurs mois. Donc, la défiscalisation joue sur le montant du don et en aucun cas de figure sur l'envie de donner. Qu'est-ce qui sous-tend la logique de l'engagement? Qu'est-ce qui fait qu'on va vous donner, que ce soit un individu ou une entreprise? L'individu, le donateur individuel, il se donne les moyens d'agir sur une problématique de société qu'il touche. J'aime la culture. En fait, non, j'aime pas la culture globale. Mais dans la culture, j'adore la musique classique du XVIIIe siècle du nord de l'Italie. Et bien, en tant que donateur, c'est sur ces organisations qui travaillent sur la musique classique du nord de l'Italie du XVIIe siècle que je vais donner. Et si je pouvais leur donner directement à tout cela, je le ferais, à tous ceux qui peuvent bénéficier de ça. Mais comme je ne peux pas, je passe souvent par l'organisation qui est l'outil au service de la cause. En tant qu'association, vous n'êtes qu'un outil, un super outil, on est bien d'accord. Hein, la clé 12 de chez Facom et pas la clé 12 à 2,50 € de chez Lidl. Vous êtes le super outil garanti à vie. Mais vous n'êtes qu'un outil au service de votre cause.
L'entreprise, elle n'a pas d'affect. Les individus agissent principalement au niveau de l'affect dans leur engagement philanthropique, même si plus on va monter sur des dons importants, plus l'affect va être mélangé à du rationnel, et notamment à, je vais vous donner un grand don, on le verra, vous pourrez avoir des grands dons, mais si ce grand don est lié directement à un changement de votre organisation, changement d'orientation, changement de niveau, développement, un changement. Sinon, il n'y a pas de grand nom. Donc, l'entreprise qui n'a pas d'affect, elle s'ouvre sur les modes d'un nouveau relation avec la société. Et ça passe notamment par la RSE. Ça s'est monté en force au cours des 10 dernières années de façon très, très forte. Qu'est-ce que souhaitent les donateurs? Ils souhaitent soutenir des projets qui ont de l'impact, qui font sens, et ils vont vous choisir vous et vous restez fidèles parce qu'ils ont avec vous une relation de qualité. Et cette relation de qualité, fondamentalement, c'est considérer que votre mécène n'est pas un chéquier sur pattes ou un distributeur de billets automatiques ambulants. Votre mécène, c'est un partenaire, c'est une partie prenante de votre organisation, du plus petit donateur au plus grand mécène. Et d'ailleurs, dans les questions qui rejoignent un peu l'éthique et toutes ces histoires sur... Il y a la question jusqu'où je suis prêt à m'associer avec mon mécène pour entretenir une relation forte avec lui, notamment pour vos plus grands mécènes ou vos mécènes les plus stratégiques. Il faut se poser la question, est-ce que je suis prêt à laisser une place à la gouvernance de mon association à mon plus grand mécène? Alors attention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et je n'attends pas de votre part une réponse positive à cette question. C'est une réelle question. Il y a des gouvernances qui estiment que oui, c'est important d'avoir son plus grand mécène au sein de sa gouvernance. D'autres qui estiment que non. D'autres qui estiment oui, ce serait bien, mais c'est quand même une zone de danger. Pas envie de risquer ça. Et donc, qu'est-ce qu'elles font, ces organisations-là, très souvent? Elles créent une structure ad hoc, un fonds de dotation, une fondation abritée, pour pouvoir avoir une deuxième gouvernance avec des très belles places qu'on peut offrir à nos plus grands mécènes, mais sans risque qu'ils puissent intervenir sur le projet associatif, puisqu'ils sont sur une structure indépendante, autre. Et cette structure autre est au service de l'association. Souvent pas que, parce que si vous avez un fonds de dotation, vous devez être au service d'une cause et pas d'une unique organisation. Mais bon, ça c'est du détail et ça se gère très très bien, croyez-moi-en, mon expérience de plus de 15 ans dans ce métier-là. Ça donne aussi un autre avantage d'avoir une deuxième structure du type fondation. Ça vous élargit souvent votre capacité juridique. Le fonds de dotation, avec un fonds de dotation, on peut recevoir les legs sans être soumis au droit de succession. Avec une fondation abritée, on peut obtenir l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, ex-ISF. Donc, ça présente plusieurs avantages. Mais tout là, on revient encore une fois sur le sujet du modèle économique. Quel est le modèle économique de votre organisation? Voilà. Donc, le souci d'image reste majeur chez les entreprises, sauf à être une organisation qui travaillait sur une cause qu'on va appeler anxiogène ou clivante. Cause anxiogène, le travail forcé, le travail des enfants dans la chaîne de sous-traitance des entreprises. Extrêmement anxiogène pour les boîtes. Cause clivante, les causes religieuses, les causes politiques sont des causes clivantes. Des causes anxiogènes, autres encore, toutes ces histoires d'handicap psychique et de maladies psychiques. Pour autant, c'est des causes essentielles. On est bien d'accord. Mais selon la cause que vous avez, effectivement, excusez-moi, les mécènes vont être plus ou moins enclins à vouloir s'afficher à vos côtés ou à rester anonymes.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous soutiendront pas, hein. Voilà. Par contre, le petit enfant malade à l'hôpital, comment vous dire, ça, je suis désolée, mais c'est ce qu'on appelle une cause hyper sexy. Parce que le petit gamin à l'hôpital, ça émeut tout le monde, de la personne physique à la personne morale, et c'est bingo à tous les coups, pratiquement. Voilà. C'est une cause sexy. Voilà, 3 moyens de faire du mécénat. En financier, évidemment, très souvent, c'est celui-là que vous cherchez en priorité, mais vous pouvez aussi avoir du mécénat en nature. Ça peut être très, très utile. J'ai besoin de couverture, par exemple. Je vais aller voir une entreprise de sacs de couchage ou qui fabrique des couvertures et je vais lui demander de me donner des couvertures. Ou le mécénat de compétences. J'ai besoin de bénévoles pour m'aider à monter, structurer ma stratégie de mécénat et à la mettre en œuvre. Pourquoi pas faire appel à du mécénat de compétences? Une entreprise met sur son temps de travail un de ses salariés que l'entreprise paye au service de votre association pour réaliser une mission clairement définie. Ce mécénat de compétences, c'est aussi, comme le mécénat en nature, c'est souvent des moyens, des premières portes d'entrée qui vous facilitent la relation avec l'entreprise avant de faire un don financier. Surtout dans ces temps de crise économique quand même, hein, il y a des tas de secteurs qui sont vraiment en très très forte tension, voire sous très très forte pression. Cela, le mécénat en nature et le mécénat de compétences peut peut-être être plus simple pour eux que le mécénat financier. Et dans vos projets, vous avez toujours besoin de compétences dans votre organisation, mettre en place une politique de communication, par exemple. Le développement de votre marque, même si c'est une petite association, petit mais costaud, une marque qui rayonne. Aujourd'hui, vous n'avez plus vraiment le choix, en fait, hein. Les associations travaillent leur marque, leur nom comme des marques. Regardez MSF, la Croix-Rouge, tout ça, c'est des grandes marques à qui on fait confiance. Vous, c'est pareil. Même si vous êtes à un rayonnement au niveau local, aucun souci. Toute collecte de fonds implique un minimum de moyens financiers, des ressources humaines, des changements dans la vie de la structure. Tout le monde est concerné par ces démarches de mécénat parce que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, est voué à éventuellement rencontrer le donateur et donc doit avoir la bonne posture. Ça demande du temps. On ne convainc pas en un claquement de doigts. On ne va pas sur un rendez-vous rencontrer quelqu'un, le convaincre et ressortir avec un chèque. Et quand ça se passe, en général, parce que tout se passe, tous les cas de figure peuvent avoir lieu, c'est plutôt mauvais signe. Signe que la personne vous a accueilli parce qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle vous accueille, mais vous l'embêtez plus qu'autre chose et pour se débarrasser de vous, elle vous fait vite un chèque comme ça, adieu Berthe. Et un petit chèque en général, surtout par rapport à ce que vous attendiez. Donc, ça demande du temps, le temps de créer une relation qui fait sens pour les deux parties, qui soit équilibrée et qui soit de confiance si on veut qu'elle soit pérenne. Donc ça prend le temps, ça prend du temps de construire une relation. Vous ne devenez pas pote comme ça en un claquement de doigts, sauf cas exceptionnel qui confirme la règle qu'on ne devient pas pote, ami à la vie, à la mort en un claquement de doigts ou en une rencontre. Pensez friend raising avant de faire du fundraising. Je cherche ce qui fait sens pour moi comme pour lui pour créer un partenariat équilibré basé sur ma cause et mon impact. Parce que fondamentalement, ce que finance votre donateur, petit, moyen ou grand, c'est votre impact. C'est ce que vous apportez de plus, de mieux, de plus juste et plus équitable à la société. Et que vous soyez sur une microscopique échelle ou au niveau international, c'est exactement la même chose. La taille n'y fait rien. Il vous faut un positionnement unique et ça, c'est le gros du boulot. Qui suis-je? À quoi fondamentalement je sers, je réponds? Dans quel état d'esprit je veux le faire? Et tous les états d'esprit sont bons parce qu'on a autant de profils de donateurs qu'on a d'individus sur Terre. Même les organisations les plus militantes ont leur communauté fidèle qui donne à ces organisations militantes et pas aux autres.
Donc, assumez qui vous êtes. Soyez alignés complètement. Il faut une mobilisation forte, voire très forte de la gouvernance, surtout dans vos petites organisations. Ce sont non seulement des gens qui donnent le cap de l'organisation, mais qui se remontent les manches et qui aident à œuvrer concrètement parce que vous êtes des petites organisations. Il n'y a pas le choix. Un réseau influent. Et c'est un réseau influent, il ne faut pas être obligé de connaître quelqu'un du CAC 40. Hein. Si vous connaissez le notaire du coin, si vous connaissez le maire du coin, c'est des gens influents. Et plus on va sur des petites collectivités, plus on a de liens proches avec nos élus. Attention, les élus, c'est toujours à double tranchant, hein. Surtout s'ils sont encartés. Peu importe leur encart, là aussi, de droite, de gauche, au milieu, même combat. En tous les cas, ils ont du réseau, ces gens-là. Ils sont influents. Vous avez tous beaucoup plus que ce que vous croyez dans votre proximité. Et vos premiers mécènes, ils sont dans votre proximité, c'est-à-dire votre carnet d'adresses et votre proximité géographique. Au titre de la RSE, un des arguments que vous, toute petite organisation, vous pouvez vous revendiquer, c'est l'ancrage territorial. Notez ces deux mots, ancrage territorial. C'est le vocabulaire des entreprises. Dans le cadre de leur RSE, elles se doivent de prouver leur ancrage territorial, même si je suis dans un petit village paumé du fin fond de l'Ardèche, genre Terre de Liens ou toutes ces associations qui travaillent sur une autre forme d'agriculture et qui sont logées dans des petits villages relativement inaccessibles, et ben même eux, ils trouvent des mécènes, ce n'est pas le souci. Le souci, c'est leur impact, c'est leur positionnement et c'est leur ancrage territorial et c'est leur discours. Et les projets viennent bien après. Vous avez le défaut de toujours parler en premier lieu de « Bonjour, je suis machin, association loi 1900 machin, créée telle année, et on fait ci, et on fait ça, et on est des gens vachement bien, aidez-nous. » Non, c'est pas intéressant ça. Par contre, monsieur ou madame, vous êtes bien d'accord que là, il y a un vrai sujet de société. La précarité, les migrants, le chômage, c'est plus supportable, il faut trouver des solutions, vous êtes bien d'accord? Oui, oui. Eh bien, écoutez, chez nous, on a cette vision-là. Nous, on a zéro chômeur, territoire zéro chômeur. Excusez-moi. Et voilà comment, depuis 5 ans, on œuvre sur ce sujet-là. Voilà l'impact qu'on a eu. Je n'ai toujours pas parlé de mes actions. Mais là, j'ai un sujet qui m'intéresse. Là, j'arrive à accrocher l'intérêt de l'autre. Votre cause, votre vision, vos projets, vos actions, vous avez la vie devant vous pour leur présenter. Et vous faites systématiquement l'inverse. Et en plus, vous le faites d'autant plus que très souvent, vous êtes rompu à aller faire de la réponse à appel à projet des pouvoirs publics qui concentre votre présentation sur les projets et les actions qui financent. Vous ne prenez absolument pas de hauteur. Or, le mécène, si vous voulez l'emmener, il faut lui faire prendre de la hauteur qui va venir, une fois qu'il est bien d'accord avec vous sur votre vision, sur votre positionnement, sur vos ambitions dans votre cause, votre projet ne devient plus anecdotique. Il est raccroché à quelque chose de beaucoup plus grand. Ça devient logique et ça devient essentiel, évident, cette action. Tandis que si vous commencez à concentrer l'intérêt du mécène sur votre action, vous présentez par les petits bouts de la lorgnette. Et une démarche structurée. Alors, comment est-ce qu'on fait cette démarche? Ok, super speed. Vous répondez à un besoin de société. De là, vous avez une stratégie d'où vous avez créé votre association qui doit répondre à ce besoin de société. Nous, en l'occurrence, on parle de mécénat, donc on parle de collecte d'argent et ensuite d'évaluer. Pour pouvoir faire ça en mécénat, en fait, c'est de la gestion de projet, hein, ni plus ni moins, on est bien d'accord. Mais ça se traduit par d'abord se connaître, faire un gros travail sur qui je suis. Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes ambitions? Comment je me positionne par rapport aux petits copains? Fixer des objectifs financiers, certes, mais pas que.
Identifiez vos cibles. On n'a que 4 cibles en mécénat. Il n'y en a pas 150 000, il y en a 4. Que sont les fondations, dont un certain nombre, vous les connaissez, puisque vous avez répondu à des appels à projets de la Fondation de Feuillade. Et là, les fondations, effectivement, qu'elles soient d'entreprise ou familiales, quand elles distribuent de l'argent, c'est souvent instinctivement vers ces techniques-là que vous allez ou vers ces cibles-là que vous allez, parce que ça fonctionne un peu comme les fonds publics. Elles ont des appels à projets et vous avez à remplir des dossiers et à envoyer le dossier dans les temps impartis et après on fait une sélection. Donc, c'est pour ça qu'instinctivement, très rapidement, vous allez souvent du côté de la fondation. Et la fondation, c'est une excellente chose, effectivement. Mais souvent, ça va après, ça ne va pas suffire si vous avez besoin de développer les revenus au titre du mécénat. Donc, dans les cibles fondations, il y a dans les cibles mécénat, il y a les fondations, les entreprises, les individus fortunés, et donc on va chercher des grands dons, et les petits donateurs. On va dire en gros comme ça. Les individus, les particuliers, pas forcément fortunés. En identifiant mes cibles, je vais choisir quel type de technique je fais. Est-ce que je fais de l'organisation événementielle? Quand je fais du moyen donateur, en gros, je fais plutôt de l'organisation événementielle. Si je fais du petit don, je vais faire des techniques de communication de masse. Et puis, si je veux faire du grand don du côté des individus ou du partenariat entreprise, eh ben, c'est du face-à-face. OK ? De là, je vais bâtir mon offre. L'offre, c'est quoi? C'est les projets sur lesquels vous cherchez des sous. Alors là, vos projets concrets, hein, très, très clairs. Et les contreparties que vous allez offrir à votre mécène. Les contreparties. Les fameuses contreparties. Je vous ai dit qu'il n'y avait rien, mais normalement, mais si, il y a quand même un peu des contreparties. Pour les individus, elles sont extrêmement limitées. Hein. C'est 69 € max dans la limite de 20% du don. C'est écrit sur les slides juridiques. Vous pourrez retrouver ça. Pour les entreprises, c'est plutôt 25% du montant du don. Mais là aussi, c'est important d'avoir ça en tête pour les petits dons, parce que très vite, on peut atteindre 25% un don à 1 000 €. Finalement, l'équivalent de 250 € de contrepartie, vous envoyez un de vos salariés faire une conférence sur votre sujet dans l'entreprise entre midi et 2 pour les salariés de l'entreprise. Très vite, ça peut vous coûter plus cher que 250 €. Donc là, c'est un peu, c'est pour ça qu'il faut faire. Mais si vous allez sur des plus grands dons, l'idée n'est pas d'en mettre pour 25% de contrepartie. Hein. Une fois que j'ai mon offre et que je sais où je vais, je peux avoir mon discours, les fameux argumentaires. Je peux commencer à l'écrire avec les fameux pitchs. Et puis, comme ça prend du temps de faire tout ça quand même, je me fais mes plannings pour gérer mon projet de campagne comme je gérerais n'importe quel autre projet. Et quand j'ai fait tout ça, et uniquement quand j'ai fait tout ça, je peux sortir à la rencontre de mes mécènes. Ce travail entre se connaître et concevoir ses plans et plannings de collecte, quand une organisation marche vachement bien, c'est 4 mois de boulot. Quand une organisation marche moins bien ou qu'elle est très, très limitée dans ses moyens humains, etc., ça peut prendre plus de temps. Voilà. Alors, se connaître, c'est travailler autour de ces 3 axes. Votre projet associatif, votre ADN, votre diagnostic, c'est-à-dire vos forces et vos faiblesses, les opportunités et les menaces que vous amène votre environnement. Une étude de benchmarking aussi. Qui suis-je dans mon environnement? Et le benchmark, il se fait à 2 niveaux. Bon, quand vous êtes à Paris ou en région parisienne, il se fait qu'au niveau de votre cause. Qui sont les acteurs qui interviennent sur la même cause que moi sur mon territoire? Par contre, dès que vous êtes en région, c'est non seulement les acteurs qui sont sur la même cause que vous, mais tous les acteurs associatifs qui sont sur le même territoire géographique que vous. Au titre de l'ancrage territorial, vous êtes en concurrence avec eux. Donc, il faut savoir qui il y a à côté de vous et quelles sont vos perspectives. Toutes les questions qui sont là, il faut y répondre. Quand vous faites ce travail sur vous-même, en tant qu'organisation, j'entends bien, il faut répondre à toutes ces questions. De là, vous pouvez voir ou revoir votre identité, votre triptyque ou ce qui compose votre identité, c'est-à-dire votre vision, votre vocation, vos ambitions, vos missions, vos valeurs, votre positionnement par rapport aux autres. C'est ça qui vous définit par rapport aux autres. Une fois que vous avez tout fait votre travail sur vous, qui vous êtes,
il faut faire un travail sur vos réseaux. Et je vous l'ai déjà signifié. Le réseau, il est à 2 niveaux. Il est dans vos carnets d'adresses à vous, membres de la gouvernance, membres de l'équipe, les bénévoles qui tournent autour de l'organisation, et sur votre zone de rayonnement géographique, c'est-à-dire le tissu économique qu'il y a sur votre zone de rayonnement géographique, comme les personnes fortunées, parce que beaucoup de personnes fortunées sont aussi très intéressées à financer des associations qui sont sur le territoire où elles vivent. Vous êtes légitime à aller les rencontrer. Mais plus il y a de liens avec votre mécène, plus il va y avoir un don rapide, il va y avoir un don important. Donc, travaillez toujours en premier lieu votre proximité. Après, il y en a qui ont effectivement peu de réseau. Ce peu de réseau, dans ces cas-là, voyez si vous avez des prescripteurs de donateurs. Vous ne connaissez pas de directeur d'entreprise, vous ne connaissez pas de personnes fortunées. Par contre, vous avez votre sœur, votre cousin, votre fils qui travaille dans l'entreprise Tartampion. C'est un prescripteur, il peut vous ouvrir la porte de cette entreprise, même si ce n'est pas lui qui s'occupe du mécénat. Il va connaître qui s'occupe de la com et du mécénat dans l'entreprise. Appuyez-vous sur lui, les relais fondamentaux. Et puis, restez en veille sur votre territoire. Les entreprises, ce qu'il faut voir, vous lirez tout ça en détail. J'ai parlé que le mécénat était un outil au service de la politique RSE des entreprises. C'est aussi un outil au service de leur RH, de la gestion de leur RH et évidemment un outil de communication externe, vous vous en doutez bien. Une entreprise doit toujours se montrer sous son meilleur jour. Il n'y a pas 2 entreprises qui marchent pareil. Donc là, c'est les interlocuteurs divers et variés que vous pouvez avoir au sein d'une entreprise. Néanmoins, plus on va sur des petites tailles d'entreprise, plus en général, c'est dans les mains de la direction générale que se trouve le pouvoir de choisir ou pas de faire du mécénat et la politique de mécénat. Pour les individus, on donne d'abord parce que ça nous fait plaisir. C'est la première des notions. Et après, on peut avoir le sentiment de redevabilité, quelqu'un qui a été malade, puis qui a été soigné par l'hôpital Tartampion et le service Trucmuche et le professeur machin. Si le professeur lui a sauvé la vie, il risque de rester fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Quelqu'un qui s'est retrouvé dans la précarité et qui se réinsère socialement et qui retrouve des bases va rester à Emmaüs, au petit frère des pauvres, fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Les projets, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils doivent avoir de l'impact. Le projet, en fait, on s'en fiche un peu. Et c'est ce tableau-là que je voulais vous montrer très rapidement. Si vous êtes capable de faire cette projection opérationnelle de votre structure, vous aurez un discours fort et avec de l'impact. Parce que là, vous êtes parfaitement aligné. Vous voyez bien que vous partez de votre vision, de votre positionnement, de vos ambitions dans votre cause, que vous en déclinez des grandes missions. De là, vous avez des objectifs éventuellement, mais surtout, vous déclinez ça en projet concret, opérationnel. Parce que c'est ça qui finance, parce que ce projet-là va avoir de l'impact. Je vous rappelle, c'est l'impact qui finance, ce n'est pas le projet, c'est l'impact du projet. Si vous avez un projet que vous n'arrivez pas à rentrer dans cette projection opérationnelle, ça ne veut pas dire que le projet est mauvais. Ça veut dire 2 choses, ou que vous n'êtes pas légitime à le porter. Donc, ça peut être un bon projet, mais ce n'est pas à vous de le faire. Ou vous n'avez pas bien fait le travail sur qui vous êtes. Vision, mission, valeur, ambition, positionnement, tout ça. C'est ça que ça veut dire. Des questions auxquelles, effectivement, vous devez avoir les éléments de réponse dans la rédaction de votre projet parce que ce sont des questions que les mécènes vont vous poser. Ensuite, je vous ai parlé de contrepartie. Pensez à vos contreparties. C'est très important. Je vous ai donné des exemples de contreparties. Les contreparties, ce n'est pas parce qu'une contrepartie, elle coûte cher qu'elle est meilleure qu'une contrepartie qui ne coûte pas cher. Une place à la gouvernance, ça coûte peanuts. C'est hautement symbolique et ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça fait partie des plus belles contreparties qu'on puisse offrir à un donateur. Et pourtant, ça ne coûte rien. Pensez également à communiquer. C'est extrêmement important. Qu'on vous connaisse et qu'on vous reconnaisse. Plus une marque est connue et reconnue, plus on lui fait confiance.
Des fois, c'est idiot, hein, mais c'est comme ça. La fidélisation, fidélisez vos donateurs, s'il vous plaît, ça revient beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins chronophage de fidéliser un donateur que d'en recruter des nouveaux. Et puis, un donateur heureux le fera savoir à son entourage. Un malheureux le fera savoir encore plus. Et quand vous êtes en région ou dans des zones reculées avec une faible population, densité, même économique, etc., tout le monde se connaît. Si vous commencez à avoir une mauvaise réputation d'association, c'est très, très embêtant pour le mécénat. Et c'est quand vous avez fait tout ça que vous pouvez écrire votre argumentaire, votre fameuse plaquette de mécénat, qui doit se composer de cette manière-là, c'est-à-dire du besoin de société auquel vous vous attaquez, de la solution que vous proposez à cet enjeu de société qui sont vision, mission, valeur, ambition, positionnement. C'est vous, votre organisation, qui êtes la solution à l'enjeu de société. Vous prouvez que cette solution est la bonne grâce à votre impact. Et vous pouvez prouver que vous êtes le bon acteur qui peut mettre en œuvre cette solution qui a un très grand impact parce que vous êtes une organisation qualifiée pour, que vous avez les compétences nécessaires, vous avez éventuellement des labels, des reconnaissances, des prix, des trophées, des je ne sais pas quoi, voilà. Et c'est que quand j'ai fait tout ça, que je vais parler de mes projets, que je vais offrir la possibilité à mon mécène d'agir avec moi concrètement pour régler cet enjeu de société. Et je parle des projets qu'à ce moment-là. Et ensuite, l'intérêt personnel, c'est évoquer l'impact, c'est-à-dire prouver à votre mécène qu'ensemble, vous et lui, vous allez pouvoir apporter et avoir un très grand impact sur cette cause-là. Quant à la relation donateur, entre le moment où vous l'identifiez, vous prenez du temps pour le sensibiliser et cultiver son intérêt sur votre cause et sur vous. Pour les entreprises, à minima 2 rendez-vous. Un où on fait connaissance et un où on voit le partenariat. Mais à minima 2 rendez-vous. Pour les individus, on va voir, c'est souvent même plus. Je prends le temps de cultiver son intérêt pour moi et ensuite je le sollicite. Ensuite, je le reconnais, c'est là où je mets en place les remerciements, on remercie. C'est la première des contreparties, les remerciements. Et on remercie tout le temps sur tous ces outils de com, à l'oral, à l'écrit, sur votre site web, dans votre dossier de presse, par SMS, par mail, 1001 formes. Merci, merci, merci. Sans eux, vous faites beaucoup moins. N'oubliez jamais, vos mécènes sont des parties prenantes de votre organisation. Apportez-leur cette reconnaissance-là et fidélisez. Voilà. On donne pour une cause, les personnes donnent aux personnes. On ne peut pas faire sous-traiter sa démarche de mécénat. Exécrable idée. On peut faire sous-traiter sa démarche de sponsoring. C'est parce que le sponsoring, c'est vendre de l'espace publicitaire. Donc, on vend quelque chose. On est dans une relation commerciale. Et vous pouvez payer votre commercial qui fait du sponsoring en le payant, comment on appelle ça, en prenant une commission. Vous ne faites pas ça au titre du mécénat. Hein? Non, 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 non. Les fundraisers payés à la com, c'est le meilleur moyen pour vous ruiner votre réputation et votre image. Allez, madame, je vous en mets 2 pour le prix d'une, hein? Hop là, et après, c'est vous qui payez les pots cassés. Des petites organisations qui ont fait ce genre d'erreur l'ont payé très, très, très cher. Vous internalisez vos démarches de mécénat. Et d'abord, vous construisez une relation qui fait sens avec vos mécènes avant de leur demander de l'argent. Et qui ne demande pas, ne collecte pas. Hein? Ça fait 4 fois, Marianne, que je vais voir cette entreprise, ils ne m'ont toujours pas donné. Ah oui, mais si on ne leur demande pas, ils ne vont pas vous donner. Ça, c'est des tas de sites avec Fundraiser, bille en tête, c'est l'AFF. Et je vais repasser la parole immédiatement à Caroline pour qu'elle vous présente l'AFF. Il y a 2 petites conférences TEDx. Regardez-les, s'il vous plaît. Ça va vous... Il y en a une, c'est un génial plaidoyer sur les frais de fonctionnement.
Et là, du coup, pour vous, ça vous donne plein d'arguments pour défendre le fait qu'il faut qu'on prenne, que vos mécènes prennent en charge vos frais de fonctionnement, de gestion administrative, je ne sais pas comment vous les appelez, mais tout ce truc-là. Et 2, c'est la conférence de Simon Sinek sur vision, mission, valeur et comment avoir une communication percutante. Regardez-les, s'il vous plaît, ça va vraiment vous éclairer. Y a-t-il des questions avant qu'on démarre la présentation rapide de l'AFF ou des commentaires? Caroline. Déjà, merci Marianne pour cette présentation, c'était super. Je pense qu'ils ont eu un très bon aperçu en fait, de la méthodologie à avoir pour approcher son mécène. Et on ne peut que t'en remercier. Merci beaucoup à toi, en tout cas de ta prestation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, très rapidement, je vous présente ce qu'est l'Association française des fundraisers. Si je peux me permettre de prendre la parole, merci beaucoup là, pour cette présentation. Moi, j'avais juste une petite question. Voilà, vous avez parlé que le fonds de dotation, on pouvait le mettre en place pour servir une cause, mais pas forcément alors là, je n'ai pas trop compris, un objet ou une association unique, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si votre organisation voulait créer un fonds de dotation, elle aurait tout à fait le droit. Et ce fonds de dotation serait tout à fait légitime à vous reverser de l'argent à vous, mais pas que. Il faudrait qu'elle reverse aussi un peu d'argent, que le fonds de dotation reverse également un peu d'argent à d'autres acteurs qui agissent sur la même cause que vous. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, madame. De rien. Je sais pas, vous m'entendez? Oui, Sybille. Bon, effectivement, merci parce que c'est une présentation extrêmement complète et qui met effectivement en lumière toute la complexité finalement de cette approche. C'est pas si simple que ça. Ça prend du temps et ça demande des compétences. Et mon expérience effectivement à l'ICM va tout à fait, enfin je veux dire, répond complètement au schéma que vous avez donné Marianne et je trouve, pour l'avoir effectivement suivi pendant 5 ans, que c'est un bon exemple de montage, mais en même temps c'est une énorme organisation elle a des ressources financières très importantes, elle a une équipe communication qui est très importante, donc elle peut répondre à toutes ces demandes ou enfin à toutes ces attentes que vous avez évoquées. C'est beaucoup plus compliqué, moi qui l'ai fait avec l'ARTC qui était un petit bébé de l'ICM, on se rend compte que bon voilà, c'est un monde et que effectivement notre impact est plus difficile et parce qu'on n'a pas les moyens ou en homme, enfin en bénévole ou en financier. Mais en tout cas, il y a des tas de liens et de directions qui me paraissent extrêmement intéressantes. Donc, vraiment, merci beaucoup. Comment on fait pour intervenir? Comment fait-on? On t'entend. Vous m'entendez? Alors, moi, je voulais vous dire que je trouve effectivement la présentation excellente parce que très complète et donnant un maximum d'ouverture et de beauté de réflexion. Et en résumé, vous avez expliqué que c'est une marque. Tout ce que vous avez parlé, c'est des réflexions de marque. Et la question que je vous suis posée dans votre présentation, mais qui apparaît à la fin, mais qui demande à être précisée, c'est que communiquer sur une marque, ça dépend de manière très importante de définir une cible. Et pourquoi la cible a son importance? Parce qu'elle définit d'une part à qui on s'adresse, et deuxièmement, elle définit les moyens. Et pour des petites associations, vous avez parlé à un moment, par exemple, pour prendre un exemple, de la communication direct mail. C'est vrai que c'est très cher, sauf si on sait à qui on s'adresse. Et à ce moment-là, c'est un moyen plus important et même fondamental de communiquer. Donc, il faut éviter, parce que ce que je pense, faut pour les petites associations réfléchir tout le temps en matière de moyens à l'adéquation taille, à l'adéquation moyen cible. On ne peut pas tout faire. Et donc, moi, j'ai attendu pendant toute la présentation et je me suis dit, c'est la question que je vais poser.
je vais dire d'un point de vue produit, d'un point de vue positionnement, vous avez posé exactement les bonnes questions. Mais je me suis dit, la cible est fondamentale. Il faut que les associations sachent à quelle cible elles s'adressent, parce que c'est en fonction de ça que les moyens deviennent plus ou moins importants. Mais vous l'avez dit à la fin. Vous savez, le problème, c'est que pendant une heure, vous l'avez très bien fait, vous pouvez soulever beaucoup de questions et c'est difficile d'approfondir toutes les réponses et tous les moyens. Mais je dirais que, en dehors du fait que tout est loué, et pour ne pas faire trop de peur à tout le monde, parce qu'effectivement, il y a la question de se dire, mais jamais je vais y arriver, il y a tellement de choses, etc. etc. Le raisonnement, c'est un raisonnement de cible, en complément. C'est de dire à qui je m'adresse. Et selon les moyens à qui je m'adresse, mes moyens sont plus ou moins importants en valeur et possibles d'être développés. Voilà, c'est la seule chose que je vois. Mais excellente présentation. Ça soulève tous les problèmes et on peut avoir une réflexion maintenant dans les associations et dans les fondations. Il faudra simplement hiérarchiser ce qu'on peut faire en fonction des moyens qu'on a. Voilà. Je pense que c'est une excellente boîte à outils. Oui, mais surtout, il ne pas oublier que la cible est importante. Parce que c'est trop facile de dire on va cibler tout le monde, parce qu'à ce moment-là, ça devient très cher. Plus on arrive à cibler, à partir du moment où on sait ce qu'on veut communiquer, et moi, je crois que la meilleure synthèse que vous avez fait, c'est un raisonnement de marque. Les associations, elles vendent une marque. Et dans une marque, selon les moyens que vous avez, vous ne pouvez pas cibler tout le monde, et vous, à ce moment-là, vous avez une concentration sur des moyens plus précis. Voilà. Mais voilà, donc, mais très bien, hein, ça soulève toutes les questions. Juste une minute, j'aurais une petite réflexion. Je voulais vous faire part d'une difficulté de relation directe avec les fondations. En fait, on a de plus en plus, je vais vous donner un exemple concret, on avait une excellente relation avec la BNP Paribas, avec un contact direct et la réception du responsable dans un bureau sur lequel on avait pu discuter de nos projets qui avaient abouti à un financement. Et on a redéposé le même appel à projet 2 ans après, cette personne n'était plus là. On a eu impossible de remettre, de trouver le contact. Et même de plus en plus, quand on répond à des appels à projets qui sont négatifs, il y a impossible d'avoir une personne physique, c'est un barrage, il y a un mail général. Et parfois, on aimerait avoir une réponse pour avoir une raison du refus pour que nous, on puisse avancer dans notre réflexion. Et on n'a même pas cette réponse. Et de plus en plus, le contact direct parfois est très compliqué. On a fait une étude, oui, et je vais aller complètement dans votre sens, Rachel, mais parce que les fondations commencent à être plus que sursollicitées. Elles peuvent recevoir jusqu'à 600 dossiers par semaine. Donc, elles ont tendance à fermer les portes, les fenêtres, les volets, la cave, la cheminée, machin. Et tant que vous n'êtes pas soutenu par elles, vous n'arriverez pas à avoir de lien direct. Par contre, à partir du moment où ils retiennent votre dossier, là, vous pourrez à nouveau avoir un lien direct. Mais effectivement, c'est lié à ça. D'autres commentaires ou questions, remarques ? Caroline ? Oui, eh bien, si vous êtes d'accord, je vais enchaîner. Je vais vous présenter ce qu'est l'Association française des fundraisers. Donc, c'est une association qui regroupe les professionnels du fundraising, donc de la collecte privée. J'insiste bien sur le mot privé. Aujourd'hui, on regroupe plus de 1000 adhérents qui couvrent tous les secteurs, en fait, puisque, comme on le sait, aujourd'hui, tous les secteurs ont besoin d'aller vers des nouvelles ressources. Donc, essentiellement dans le domaine de la solidarité, mais nous avons aussi le secteur de la santé, l'enseignement supérieur, la recherche, le milieu hospitalier, les professionnels, la culture, l'environnement et les collectivités qui viennent de plus en plus aussi, elles, sur ce territoire. Donc ça, c'est un élément important. Notre mission est de fédérer, bien sûr, tous les professionnels, de les informer. Donc pour ça, on a une newsletter, on a un magazine, on a un certain nombre d'événements que l'on crée, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, on est là pour valoriser le métier. Donc, on est les premiers détenteurs à avoir créé un titre de référence métier. C'est un titre RNCP, de directeur de la collecte de fonds et du mécénat, qui existe depuis 2015. C'est une manière encore de faire reconnaître cette profession
qui est si utile et nécessaire dans les structures associatives comme les vôtres. Donc, on est là pour valoriser le métier. On organise un certain nombre d'événements chaque année. On organise des conférences où… alors, si Marianne, tu veux faire suivre le PowerPoint, voilà. Alors, vas-y, continue. Non. Vas-y, continue, parce que je pense que ça va les intéresser. Voilà. On organise un certain nombre d'événements fédérateurs, donc on a des conférences sur l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des événements où les professionnels peuvent se retrouver, mais échanger sur leurs problématiques de secteur, parce qu'il y a une problématique métier, comment aller chercher de la collecte. Donc, nous, on forme. L'Association française forme plus de 250 personnes par an sur les différentes techniques dont Marianne a évoqué un certain nombre de sujets comme le marketing direct, le digital, le crowdfunding, etc. On couvre absolument tous les aspects. Mais on organise aussi des rencontres entre professionnels sur secteur parce que chaque secteur a aussi sa particularité. Donc, on fait sur l'enseignement supérieur. On a lancé cette année une journée sur le domaine de la santé, si précieuse aujourd'hui. On a notre grand séminaire, je dirais pour nous, qui est très important, qui est le séminaire sur la solidarité, qui est sur 4 jours, encore en distanciel malheureusement, puisque pour l'instant, on n'est pas quand même encore sorti de cette situation. Les collectivités en septembre et la culture pendant 2 jours au mois de novembre. On organise aussi des thématiques et des rencontres en région, si vous êtes basé en région. Par exemple, Marianne est une personne qui coordonne aussi des événements en région sur la région Rhône-Alpes. Donc, on a toutes les régions qui sont couvertes par des bénévoles qui sont des professionnels de la collecte. On forme aussi, donc comme je vous l'ai dit, on a une trentaine d'intervenants au sein de l'AFF, comme Marianne, qui sont aussi bien des professionnels exerçant dans des structures que des personnes qui ont une très grande expérience et qui sont à leur propre compte ou travaillent pour des agences spécialisées. Donc, on fait aussi des formations spécialisées et sur mesure pour des associations. Donc, on organise des formations sur des thématiques. Par exemple, si vous avez besoin de monter un projet de collecte et qu'on vous accompagne sur le mécénat, on va vous consacrer une journée spécifique ou plusieurs jours en fonction de vos besoins sur une thématique bien précise que peuvent organiser l'un de nos intervenants et en particulier Marianne. Donc, on a eu, comme vous voyez, un certain nombre de structures. C'est vrai qu'elle peut être impressionnante et ce sont aussi des grandes structures, mais pas forcément toujours. On a aussi des toutes petites structures. L'une des dernières que tu as accompagnées, Marianne, je crois que c'était les concerts de poche. Hein, ils sont 3-4, donc c'est une toute petite structure, pas forcément des grands moyens. Mais on arrive toujours à trouver des solutions pour les aider à financer ces formations et vous accompagner. Et ça, c'est le métier de l'AFF, c'est vous accompagner justement dans des montages d'accompagnement pour que vous puissiez monter vos projets de collecte et que vous soyez accompagné, comme disait tout à l'heure, je crois que c'était Paul, qui avait besoin aussi de coups de main pour se lancer dans la collecte parce que c'était effectivement un métier avec des spécificités. Donc, on est là. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez presque tout en main aujourd'hui. Vous pouvez aussi aller sur notre site donc, de l'Association française ou taper simplement AFF sur Google. Et là, vous aurez beaucoup de ressources, beaucoup d'informations sur le métier. Vous aurez tous nos événements qui seront inscrits, pas mal de ressources qui peut être intéressant pour vous d'essayer de voir notamment des replays de webinaires, un certain nombre de possibilités. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours adhérer à l'association et commencer à avoir des opportunités à la fois de ressources supplémentaires, d'être abonné à ce magazine comme je vous parlais tout à l'heure, de newsletters, de live que l'on organise. On organise aussi des podcasts sur le métier, les différents aspects du métier. Et puis, ça fait 30 ans que nous existons depuis aujourd'hui. Donc, cette année, on fête nos 30 ans. Donc, on en est très fiers. On espère encore durer de nombreuses années et surtout à vous accompagner tous dans la montée en compétences sur la collecte de fonds privés. Voilà. Merci Caroline, merci Marianne. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je me permets de prendre le relais parce que j'avais fait une demande particulière à Maëva de l'AJDB, justement pour clore notre échange de ce matin.
Alors, Maëva, ils n'ont pas 30 ans. L'association n'a pas encore 30 ans, n'est-ce pas? C'est une jeune association dont je suis la marraine, parce que Tristan ne vous a pas dit, mais il y a aussi des dispositifs de parrain et de marraine pour les associations lauréates. Et moi, je suis tombée en amour avec la JDB de Badionnais. Ce sont des jeunes avec un président absolument formidable qui, je crois, a 24 ans, 25 ans, pas beaucoup plus, qui a eu une belle idée. Et ils sont aussi formidables pour lever des fonds, en fait. Donc, j'ai demandé à Maëva d'apporter son petit témoignage en pitch en 2-3 minutes, si tu peux présenter comment vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire actuellement sur le sujet. Maëva, il faut brancher le micro. Maëva, on ne vous entend pas du tout. Est-ce que… Maëva, votre micro est coupé. Est-ce que vous pouvez le rallumer et essayer de parler pour… Attends, plus, elle est coupée. Du coup, j'ai enlevé les écouteurs. Ça y est, on vous entend. Bon, c'est parfait. Bon. Oui, c'est bon. Allez-y. Je ne sais pas s'il y a dû y avoir un petit peu de bruit de fond derrière, mais avec les écouteurs, ça ne marche pas du coup. Alors du coup, je me présente, donc je suis Maëva, coordinatrice du pôle jeunesse au niveau de l'association de jeunes pour le développement à Bagnolet. Nous, c'est vrai que la question, comme toutes les associations, se pose sur la recherche de financement. On a vraiment fait un espèce de brainstorming au tout début pour savoir vraiment les difficultés qu'on avait, nous aussi, en termes de coordinateurs, parce que je pense que c'est des choses aussi qu'il faut vraiment identifier. Les appels à projets, ce n'est pas forcément simple pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent avoir du mal avec ça. Donc, on a vraiment fait un temps de travail entre nous pour relever un petit peu tous ces problèmes-là. Une fois qu'on a relevé tous ces problèmes-là, on le disait, je crois que c'était, je ne sais plus le nom, mais c'est l'association Café Contact. On a tout de suite sorti la problématique. Il fallait une personne à la recherche de financement. Donc, on a mis tout de suite en place une fiche de poste et, pour avoir justement cette ressource-là. Et ce que l'on s'est dit, c'était parce qu'il a vraiment changé au niveau de la levée de fonds, c'est vraiment la pluralité, si je peux dire ça, et demande. C'est-à-dire que malgré que cette personne-là soit identifiée comme ressources, comme personne qui va rechercher les projets, nous, en tant que coordinateurs, on est les mieux à même de connaître vraiment le potentiel du projet, est-ce que le projet peut amener ou quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas hésiter au maximum, comment je pourrais dire ça, à maximiser les personnes qui peuvent ne serait-ce que faire des recherches sur les appels à projets. Donc, moi, j'en remplis. Je travaille en adéquation avec la personne qui est en charge là-dessus, mais je peux aussi demander à des bénévoles ou à des personnes de l'équipe de faire de la recherche, de faire de la veille sur la projet, sur la recherche de fondation, et c'est vraiment tout ça qui nous a vraiment aidé à maximiser nos chances et à développer vraiment cette partie-là qui n'était pas forcément très simple pour nous au début. Donc, il faut vraiment prendre, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de demander aussi à vos équipes, si je peux me permettre, à vos équipes, aux salariés, aux bénévoles, aux personnes qui sont susceptibles d'être en charge de répondre, de chercher des appels à projets, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer par rapport à ça. Et si difficulté ou pas il y a, faire un espèce de procédé, parce que nous aussi, on a vraiment mis en place un espèce de processus avec des deadlines, avec des choses qui vont faciliter l'organisation et faciliter la communication pour justement ces appels à projets-là. Donc, mettre des deadlines, de se dire il faut l'envoyer à quel moment pour que la personne puisse avoir le temps peut-être de remodifier, revaloriser
prendre le temps d'avoir ces échanges-là. Et c'est mieux parce qu'au final, ça nous demande aussi à nous de nous repositionner sur la façon dont comment on présente nos projets, comment l'association aussi, on revient un petit peu à tout ce que Marianne disait, le positionnement, les valeurs, voir un petit peu sur tout ce qu'on peut développer et non pas juste répondre à un appel à projet et sans avoir forcément le temps de le montrer à une personne extérieure ou à une personne aussi, savoir un petit peu ce qu'elle en pense. La relation aussi avec les... dès qu'il y a possibilité, en tout cas, nous, sur nos appels à projets, dès qu'on a possibilité d'être mis en lien aussi directement avec une personne de la fondation ou de l'entreprise pour laquelle on demande les fonds, on fait en sorte d'être en contact avec ces personnes-là le plus rapidement possible. Parce que des fois, c'est des gens qui on n'ose pas forcément parler, mais qui ne sont pas que là forcément pour retoquer nos appels à projets ou avoir des réponses, on va dire, positives ou négatives. C'est des gens qui peuvent bien évidemment nous aider et être un plus sur même on va dire, l'écriture de l'appel à projet. C'est vraiment des personnes ressources sur qui il faut s'appuyer et qu'il ne faut pas hésiter à s'appuyer, parce que c'est vrai que des fois, on a cette petite crainte, cette petite peur de se dire, bon, c'est la personne qui représente l'entité ou l'institution pour laquelle je demande un appel à projet. Donc, moi, je discute avec eux ou je vais juste envoyer l'appel à projet et après, je ferme les yeux et j'attends la réponse. Or que non, pas du tout. C'est vraiment des gens, donc c'est pas général, hein. Il y en a qui vont avoir le temps, il y en a qui ne vont pas avoir le temps, mais c'est vraiment des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer. N'hésitez pas à leur demander des questions. Des fois, on envoie aussi ces appels à projet qui ne sont pas terminés, mais ils nous aident. Donc, il faut vraiment pas hésiter à ce niveau-là. Quand on sent le rapport, on va dire, quand on sent le feeling qui est propice à cette relation-là. Donc, voilà. Merci Maëva. Donc, process et oser aussi. Tu as dit ça. Il faut oser. Il faut y aller, quoi. Il faut oser. Est-ce que tu peux, juste pour la finir, nous dire très, très, très rapidement le profil de vos financeurs privés? Quel type? Alors, au niveau des financeurs privés, je n'ai pas toute la… Non, mais le profil. Le profil, ça va être des entreprises, des fondations aussi. C'est la plupart des… c'est la majorité de ce qui représente nos financements actuels. On a les financements publics, mais on n'a pas que ça, quoi. On ne peut pas s'appuyer que sur ça de toute façon. Donc, vous avez tablé sur la diversité. C'est ça que je voulais… voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup, Maëva. Merci beaucoup. Est-ce que, mesdames, vous voulez conclure ou monsieur Tristan de Feuillade, il est là, monsieur Tristan de Feuillade? Oui, oui. Pour la conclusion. Tristan est là, il voudrait dire quelque chose. Bon, d'abord, un grand merci. Un grand merci donc à nos amis intervenants et un grand merci aux participants. Et aux participants, je voudrais dire quelque chose. C'est que, en fait, vous êtes lauréat d'un prix et vous êtes arrivé en tête d'une sélection qui est dure. Donc, ça montre que vous êtes au départ déjà très avancé par rapport notamment à la présentation des dossiers, à la présentation, ce que disait Maëva, hein, donc soigner la présentation dans la sélection qu'on fait pour ce concours, parce que chaque année, le prix est un concours. Et vous arrivez en tête sur 20, 30 dossiers, associations qui, qui font des choses formidables, mais qui n'ont pas su faire passer le message, alors que vous avez su. Et il y a un des critères de sélection qui est coup de cœur. Vous savez, le coup de cœur, c'est le truc, l'évidence. Et chaque année, on est surpris de voir qu'il y a un consensus qui se fait sur les lauréats, et notamment par rapport à la note coup de cœur. Donc, vous pouvez y aller en confiance par rapport à d'autres dossiers, parce que vous avez déclenché notre coup de cœur. Hein. Donc, bravo. Ensuite, pour
après, hein, donc après ce webinaire, ce qui semble, c'est qu'effectivement, il faut travailler sur les cibles. Thierry disait, il faut donc en amont travailler sur les cibles, et puis après, par rapport aux moyens qu'on a, hein, donc il y a une espèce d'ajustement à faire entre les cibles et les moyens. Et je peux vous dire que Thierry, qui nous conseille et qui vient du marketing, donc on lui fait confiance, eh bien, tout ce travail-là, je pense qu'on peut peut-être s'entraider entre les lauréats, et je me demande si la Fondation ne peut pas organiser des ateliers d'intelligence collective autour avec donc 2, 3, 4 associations, donc plusieurs ateliers, pour réfléchir aux cibles et travailler ensemble. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective, et donc la forme d'atelier est quelque chose que la Fondation peut peut-être envisager d'organiser à l'avenir si on a des demandes. Hein. Donc, nous allons vous envoyer une fiche d'évaluation de ce webinaire, et si en nous renvoyant la fiche d'évaluation, vous souhaitez que cette idée d'atelier se mette en place, n'hésitez pas à nous le dire, parce que je pense qu'effectivement, les petites associations ont vraiment besoin, et ça c'est notre ADN, hein, c'était de faire un prix, de faire une fondation pour des petites associations, alors que les grandes associations, elles sont très outillées et elles ont quand même de gros moyens. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, je pense que tout le monde a… Est-ce que Marianne, tu veux peut-être dire un dernier mot avant que j'arrête définitivement l'enregistrement? En mot de conclusion, je dirais la taille importe peu. Vous avez plus que les moyens de faire du mécénat. Chacun à votre niveau et selon vos modalités, parce que vous avez des réalités très différentes en réalité d'une structure à l'autre. Donc, et avec un point de départ quand même, comme le signalait Tristan, extrêmement favorable. Vous avez déjà passé la barre de la fondation de Feuillade, donc c'est un excellent signe sur votre capacité à convaincre de vous soutenir. Donc, surfez sur cette vague-là. Les histoires de cibles sont effectivement importantes et induisent des techniques de collecte différentes, chacune de ces techniques étant présentant des modalités de mise en œuvre différentes, que ce soit le marketing de masse, que ce soit l'organisation événementielle, que ce soit les techniques en face à face, mais ne serait-ce que les techniques en face à face. Si vous faites du très grand donateur, il y a absolument besoin d'avoir la gouvernance à vos côtés. Si non, vous n'avez pas besoin de la gouvernance. Pour le partenariat entreprise, vous pouvez vous dépatouiller seul, mais si vous allez voir une personne âgée et qui pense à son testament, là, il vous faut un notaire avec vous ou un juriste qui s'y connaît en droit des successions. Donc, chaque technique, en fait, implique des forces et des moyens différents et qui sont plus ou moins adaptés à vos réalités. Voilà. Sachant que la cible fondation reste une des plus évidentes. La preuve en est, vous avez tous soumis un projet à la Fondation Feuillade, mais il y a d'autres choses qui valent aussi le coup d'être développées, parce que vous verrez que les mécènes, c'est bien plus que simplement de l'argent, comme vous pouvez d'ailleurs le tester au sein de la Fondation Feuillade qui organise ce type d'événement bien au-delà, qui va bien au-delà du prix qu'ils vous ont accordé aux uns et aux autres. Donc accrochez-vous, osez, et vous allez y arriver. Merci. Merci Marianne. Merci beaucoup Marianne.
Tristan, est-ce qu'on peut faire, je voulais juste parce que tout le monde est pressé, c'est dommage, ça c'est notre maladie occidentale. Je voulais simplement dire remerciement à tout le monde. C'est pas pour remercier, mais je dis les choses. Tristan était la seule fondation qui nous a soutenus, et ça m'étonne pas, puisqu'elle est tellement humaine et humaniste qu'on s'est retrouvés dans nos valeurs. Donc c'est pour ça qu'il faut la soutenir. Merci, à bientôt. Merci Paul. Merci à tous. Merci à tous. Merci parce que beaucoup. vous êtes quand même